Très bien. Voilà, nous sommes le lendemain. Je sais plus ce que je faisais. Ah si, j'avais une clé. La clé du bonheur. Clé Vorarlberg. Hop là. C'est haut. C'est très haut. C'est très très haut. Oh là. On est sûr. Est-ce qu'on est sûr, Kate? Eh ben apparemment elle est sûre. Ok, très bien. D'accord. Alors moi perso je suis à sa place, je me chie dessus, voilà, c'est dit. Ah, quel beau... Oui, là. Là. Ah, une cloche. Anna. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Allez, épisode lecture, c'est parti. Attends, j'ai craché mon chewing-gum, sinon ça va être la galère. Ok. 14 mai 1930. Il s'est produit quelque chose d'horrible hier. Je ne sais pas à qui en parler, alors j'ai décidé de commencer ce journal. Maintenant, c'est lui qui sera mon confident, l'unique gardien de mes pensées secrètes. Hans est dans la chambre à côté, entre la vie et la mort. J'ai si peur. Oh, comme la vie est injuste. Après maman, Hans. Non, non, je ne veux pas qu'on m'enlève aussi mon petit frère. Ok, je suppose que c'est lui. 15 mai, son anniversaire. Hans m'a fait jurer de garder le secret, mais il est trop lourd. À toi, mon cher journal, je peux le dire. Nous avons découvert une grotte dans les montagnes, une grotte merveilleuse avec des peintures très anciennes, peut-être même faites par des hommes préhistoriques, car j'ai reconnu des mammouths. Et les mammouths, c'est forcément très vieux. Oui, bravo. Il y a encore des larmes. Est-ce que c'est pas des larmes, et genre elles bavent beaucoup? Je pense que c'est des larmes. Maintenant, je hais les mammouths. C'est à cause d'eux, à cause de cette maudite poupée. Pourquoi, Hans, as-tu voulu la prendre? Pourquoi t'ai-je laissé escalader ce pic? C'est de ma faute si tu es dans le coma maintenant. Oh, Hans, si tu meurs, jamais je ne me le pardonnerai. 16 mai. Hans n'a toujours pas repris connaissance. Père ne dort plus. Gertrude pleure toute la journée. Malgré la chaleur étouffante de dehors, la maison est glaciale et lugubre. Mais moi, je veux rester confiante. Je connais mon frère, il est solide, il va s'en sortir, c'est un battant. 17 mai. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à Hans. Les yeux ouverts ou fermés, je ne cesse de revoir sa chute, sa tête qui cogne la paroi et son doux visage si blanc. Le grenier de la maison est devenu mon refuge. Je ne me sens bien qu'ici, au milieu de tous ces souvenirs. 18 mai. 5 jours se sont écoulés depuis l'accident et Hans n'a toujours pas ouvert les yeux. Le voir ainsi est insupportable. Mon Dieu, protégez-le. Prenez ma vie plutôt que la sienne. 19 mai. Je me sens si désemparée, si seule que je voudrais me blottir dans les bras de mon père. Mais je n'ose pas, il est tellement impassible. Hans ne me laisse pas. Oui. Hans ne me laisse pas. Voilà. 20 mai. Ça y est, Hans est revenu à la vie. Hans a ouvert les yeux et il a prononcé mon nom. Mon nom. Tu te rends compte? Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai envie de chanter et de crier dans toutes les rues de la ville. Ma joie. De la ville, ma joie. D'accord. Merci mon Dieu. 22 mai. C'est merveilleux, la vie est belle. Avec Gertrude, nous n'arrêtons pas de piquer des fous rires pour un rien. Hans a dévoré son repas aujourd'hui. Je savais qu'il était solide, mon petit frère adoré. Même père a souri ce matin en me disant bonjour. Et le père, c'est un connard, quoi. 25 mai. Je ne sais plus où donner de la tête. Le rétablissement de Hans m'accapare totalement. À peine ai-je 5 secondes pour venir dans mon refuge griffonner ces quelques mots. 29 mai. C'est drôle. Hans prononce mon nom à tout bout de champ. Pour dire qu'il a faim ou soif ou pour demander quelque chose. Il supporte mal que je m'éloigne de lui, même pour quelques instants. Gertrude pense qu'il faut déplacer mon lit dans sa chambre, qu'il dormirait mieux ainsi. J'espère que père sera d'accord. 2 juin. Ah. Première sortie de Hans. Nous avons essayé de faire quelques pas dans le jardin, mais Hans est encore très faible. Le médecin dit qu'il ne faut pas le bousculer et être patient. Mais c'est dur. Je voudrais tant que tout revienne vite comme avant. 20 juin. Ah oui, quand même. Voilà un mois que Hans est sorti du coma. Il ne parle toujours pas beaucoup et se déplace encore difficilement. Il reste de longs moments sans rien faire, sans rien dire, les yeux grands ouverts comme perdu dans une réflexion intérieure. Souvent, je dois l'appeler plusieurs fois avant qu'il ne réagisse et me sourie. Mais à ce moment-là, c'est magique et je suis vraiment heureuse. 22 juin. Il fallait que je lui en parle. Cela me tenait trop à cœur. J'ai interrogé Hans sur l'accident de la grotte pour savoir s'il se souvenait de quelque chose, et il n'a prononcé qu'un seul mot, poupée. Mais son regard était si brillant, si étrange, qu'il m'a fait un peu peur. Ok, le mec est devenu psycho. La rentrée des classes. Pour la première fois de ma vie, je redoute de retourner à l'école. J'ai peur de laisser Hans tout seul. Même si Gertrude est très gentille, j'ai l'impression que Hans est beaucoup plus nerveux sans moi. 20 octobre. Hier, pendant que je faisais mes devoirs du soir, Hans s'est approché si doucement qu'il m'a fait sursauter. Il a pris un crayon et une feuille blanche, et chose curieuse, il s'est mis à dessiner. La première fois depuis son accident, il fait autre chose que rêver. 28 octobre. Les gribouillis de Hans deviennent presque obsessionnels. Il ne fait plus que cela à longueur de journée. Je sens bien que ça énerve père. Bah, il est con ton père ou quoi? Oh non, mon fils dessine! Oui, il a 8 ans. Laisse-le. Personne ne comprend, mais moi j'ai bien vu que Hans essaye de dessiner des mammouths. Ah. Ok.
16 novembre. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Anna. Gertrude a pensé à me préparer une tarte aux pommes comme j'aime, mais Père n'est pas rentré déjeuner et Hans n'a pas voulu sortir de sa chambre. Mon plus beau cadeau serait que la santé de Hans s'améliore. 25 décembre. Ah oui, on a bien sauté là. Il neige et c'est beau. Ah, c'est tout. D'accord. Bon, soit. 10 janvier. Le médecin est venu refaire des examens à Hans. Il a semblé satisfait. Mon petit frère semble avoir pleinement récupéré ses facultés. C'est vrai que c'est miraculeux. Mais alors pourquoi ne parle-t-il plus? Pourquoi ne parle-t-il pas Ah, pourquoi ne parle-t-il pas plus? Ah oui, d'accord. Pourquoi n'est-il plus aussi vivant comme avant? Ouais, vous avez compris. 9 février. Anniversaire de Hans. Il y a 11 ans. Il a 11 ans aujourd'hui. Oh, je sais pas lire, OMG. C'est étrange, j'ai l'impression que c'est 5 ans de moins qu'il vient de prendre. Ah, ça va être... 24 février. Le médecin vient de partir, je l'ai vu parler à Père en chuchotant. Leur mine sérieuse m'inquiète terriblement. Qu'essaye-t-il de cacher? Je suis grande maintenant. À 15 ans, on peut tout comprendre, mais j'ai trop peur d'interroger Père. 15 mars. J'ai bien réfléchi. L'attitude de Hans n'est pas normale. Le choc et la période de coma que Hans a subi ont dû laisser des séquelles bien plus graves qu'on ne le pensait. Mon Hans, que t'arrive-t-il? 13 avril. Pâques, les vacances me permettent d'être aux côtés de Hans toute la journée et le protéger du mieux que possible de la mauvaise humeur permanente de Père. Il ne veut pas accepter que Hans, son fils unique, soit ainsi pour toujours. Ah, mais le père, il voulait lui refiler la compagnie, mais vu qu'il est un peu... Bon, voilà, et ben il peut plus. Et bien sûr que non, qu'il ne va pas le donner à sa fille, enfin. Ici, on est des gros mascus. En même temps, c'était avant la guerre, donc bref, on s'en fout. 14 avril. C'est vrai que c'est dur d'accepter, mais ce n'est pas la faute de Hans. De la mienne peut-être, mais pas celle de Hans. Je ne sais pas comment le faire comprendre à Père. Il semble le haïr maintenant. Quelle horreur, je me sens si impuissante. 14 mai. Ah oui, ça fait un an du coup. Ah bah, elle vient de le dire. Un an passé seulement. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Les choses ne s'arrangent pas, ni l'état de Hans, ni l'attitude de Père à son égard. 30 mai. Décision extraordinaire. Père emmène Hans à Paris pour faire de nouveaux examens. Il a dit que dans cette grande capitale, il trouvera des médecins réellement compétents. Il faut que je prépare Hans pour ce grand voyage. 6 juin. Pas de nouvelles de Père et Hans. Ah. Je suis pleine d'espoir. Ils vont soigner mon petit frère, j'en suis sûre. 15 juillet. Ils sont rentrés. Ah, c'est long quand même. Hans s'est précipité dans mes bras et s'est mis à pleurer. J'ai mis longtemps à le calmer et à l'endormir. Père est encore plus taciturne qu'avant de partir. Les médecins français ont confirmé le diagnostic. Hans restera mentalement et physiquement attardé. Je suis bouleversée. Ah. 28 août. L'été s'achève. Il fut moins étouffant que le dernier et Hans a pris de bonnes couleurs. Quand je regarde, j'ai du mal à réaliser qu'il sera différent dorénavant. 16 novembre. Et Père, qui ne dit toujours rien, qui s'enferme de plus en plus souvent dans son bureau à l'usine. Noël. Gertrude me dit que plus fort que la science, il y a l'amour et la foi. Et Dieu merci, je n'en manque pas. 12 janvier, je sais pas lire. Je sais même pas lire les chiffres. Allez. Père a amené Hans à l'usine ce matin. Hans était si effrayé que je les ai accompagnés. Heureusement, Père n'a rien dit. Je ne comprends pas pourquoi il a souhaité faire cette visite. 13 janvier. De nouveau, Père est parti ce matin à l'usine avec Hans. Je crois qu'il veut se persuader que Hans peut être utile à quelque chose. C'est sans doute sa façon de refuser la fatalité. 17 février. Voilà plus d'un mois que Hans va travailler tous les matins à l'usine avec Père. Mais il a 12 ans. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais ça a l'air de lui plaire. Et je sens un changement net dans le comportement de mon frère, il est beaucoup moins capricieux. 14 avril. Oh, je suis tout ému. Hans m'a fait un cadeau, un petit automate mammouth, lol, dont la trompe monte et descend. En le voyant, Père a hoché la tête en signe de satisfaction. 20 mai. Gertrude puis Père ont chacun eu leurs petits automates mammouth, de plus en plus détaillés et perfectionnés. Finalement, pas si débile que ça, le petit frère. Oh, d'accord. Ok. 15 octobre. Maintenant, les mammouths de Hans marchent, lèvent la trompe et agitent la queue. C'est incroyable. Cet après-midi, j'ai rencontré Monsieur Grips, le chef de l'atelier de notre usine. Il a dit que pour un petit garçon de 12 ans, Hans est vraiment très doué. Dommage qu'il ne fasse que des éléphants. Longue discussion hier entre Père et... Ah oui, il y a 3 mois, 2 mois là, de... Longue discussion hier soir entre Père et Hans, enfin long monologue de Père devrais-je dire. Puisqu'il est impensable que Hans aille à l'école comme les autres enfants de son âge, Père souhaiterait l'intégrer véritablement comme un salarié de la fabrique. Mais pour cela, il lui a ordonné de cesser ses productions personnelles. Face au mutisme de Hans, sa bouche entrouverte et ses yeux hagards, Père a finalement quitté le salon très énervé. À mon tour, j'ai abordé le sujet avec Hans. Je lui ai suggéré d'obéir à notre père. Créer pour l'usine est sa seule chance de faire quelque chose de constructif de sa vie. Et puis, il est si doué, et il éprouve un tel plaisir à concevoir ses automates. Même s'il a fait celui qui ne m'écoutait pas, je sais qu'il en tiendra compte. En février. Je sais que Hans ne peut pas parler. Je sais... Oh, je sais pas dire. Attends. 1, 2, 3. Ce n'est pas que Hans ne peut pas parler, c'est qu'il ne veut pas parler. Et il se contente du minimum vital pour communiquer, sauf avec moi, quoiqu'il demeure toujours très économe de ses mots. 15 mai, c'est mon anniversaire. Incroyable, Hans ne s'est pas contenté de comprendre comment marche la chaîne de montage, il a totalement repensé. Père et Monsieur Grips étudient sérieusement ses plans. 10 juillet. Père a souhaité me voir pour parler de mon avenir puisque j'ai été reçu au baccalauréat. Ça veut dire quoi? Genre tu l'as eu ou tu peux... Bref. Il désire m'envoyer à l'université car il dit que je suis une jeune fille brillante. Mon cœur battait très fort, j'aime tellement étudier. Mais cela voudrait dire que je m'éloigne de Hans. C'est gavé long! Quel horrible été, constamment partagé entre mon envie d'aller à l'université et mon refus de quitter mon frère.
J'en ai parlé à Hans, il n'a rien dit, mais le soir même, je découvrais mon petit mammouth écrasé. Ah, trop fun. Encore une crise de nerfs de Hans lors du dîner. Père a annoncé que la nouvelle chaîne de montage imaginée par Hans serait bientôt finie, mais sans les automates perroquets censés crier les ordres qu'il estime superflus. Furieux, Hans a jeté son assiette de soupe par terre, puis est parti en courant dans sa chambre. Comment ça va se passer entre mes deux hommes quand je ne serai plus là? Je pars. Mes chers parents, je pars. Loane, je la déteste. Je pars, j'ai d'énormes scrupules. Hans ne me parle plus depuis une semaine. Mes pères ne comprendraient pas que je veuille rester. Mon cœur est si lourd. Noël. Comme cela me fait bizarre de retrouver la maison, je ne l'avais jamais quittée aussi longtemps. Une fois seul, Hans n'a pas arrêté de parler. Ces mots sortaient trop vite de sa bouche. Nous avons éclaté de rire et en constatant son excitation. Il m'a offert même une adorable petite danseuse pour remplacer le mammouth, qu'il m'a dit. J'en ai versé des larmes d'émotion. Cet éloignement n'a pas atteint notre formidable complicité. Sérieusement là? Je vais péter un plomb. Alors, quel drôle... 10 septembre 37. Oh là là. Ah oui, d'accord. Quelle drôle d'impression de retrouver ce journal. Et après ma première impulsion de vouloir le déchirer, je ne résiste pas à l'envie d'écrire un peu, me voilà seule dans mon cher grenier. Je suis revenue à la maison depuis 2 mois, et après un an passé sous le signe d'intenses retrouvailles entre mon frère et moi, Hans a repris le chemin de l'usine. Père a bien vieilli, et Gertrude a de l'arthrose maintenant, qui l'a fait terriblement souffrir. Tout compte fait, ces 4 ans passés ont été favorables à Père et Hans. Leurs rapports sont moins tendus, ils ne se parlent pas beaucoup plus, mais maintenant ils ont une chose en commun, l'usine. Je crois que j'en suis même un peu jalouse, c'est bête. Hans n'a pas changé, il a conçu pour aider Gertrude une cuisine complètement automatisée, et celle-ci n'arrête pas de pester contre chaque pantin de bois. Je les adore. Je suis allée voir travailler Père et Hans. Il y avait longtemps que je n'avais pas remis les pieds à l'usine. C'est fou comme elle a changé. Et puis je crois que j'étais très curieuse de les regarder vaquer à leurs affaires. J'aime beaucoup le bureau de Père. Hans s'est, lui, installé dans un petit local au rez-de-chaussée, fouillé avec plein de pièces détachées d'automates, non terminées, de dessins, de plans, exactement comme je l'imaginais. L'usine marche bien, les commandes de jouets n'arrêtent pas de tomber, surtout en cette période. Ah bah, tu m'étonnes. C'est vrai que même à l'université, quand je disais m'appeler Vorarlberg, on me demandait si j'avais un rapport avec la fabrique de Valadilen. Et je sais que le génie de Hans y est pour beaucoup. Pour me sentir utile, j'ai commencé à aider Père à mettre de l'ordre dans les papiers administratifs. Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que, pour la première fois, nous formons tous les trois une vraie famille. Hans me surprendra toujours. Son comportement à l'usine et à la maison est si différent. À l'atelier, il est sérieux, concentré, un petit bonhomme qui suit tout, qui est partout, contrôle tout. On a l'impression que chaque jouet est son bébé. Et à la maison, il redevient un véritable gamin, boudeur, farceur et insouciant. Noël. Le plus beau de ma vie. Avec Hans, nous n'avons pas cessé de rire comme des gosses sous l'œil réprobateur de Père, mais je sais que pour une fois, il se forçait. Nous sommes tous pleins d'espoir. Ok. Hans est venu me trouver dans ma chambre hier soir. Je le sentais terriblement gêné et embarrassé. Effectivement, si j'avais pu me douter. Il veut partir de Valadilen, quitter la maison, abandonner l'usine, il veut voyager, il ne sait pas où, il ne sait pas pour combien de temps, ça lui ressemble bien. Sous le choc, je lui ai dit que son projet était stupide. Il est sorti de ma chambre sans un mot, tout triste. Ah. Moi qui croyais qu'il voulait partir à cause de Père, et non, les mammouths. Il veut partir à la recherche de mammouths. Mais... Enfin... C'est un peu tard, là. Les mammouths, blablabla. Moi qui croyais que cette obsession était du passé, je connais trop bien mon frère, lui dire que sa quête est illusoire est inutile. La raison ne peut l'atteindre. Quel égoïste j'ai été l'autre soir. Je suis retournée lui parler, lui demander tout doucement s'il était certain de sa décision, mais je connaissais d'avance la réponse, car rien ne le fera changer d'avis. Malgré mon immense tristesse et mon profond désespoir, il faut que je l'aide à accomplir son destin et à annoncer la nouvelle à Père. Je crains le pire. Le pire était peu de choses. La colère de Père fut effroyable. Il a enfermé Hans dans son local à l'usine, interdisant toute visite, sauf Gertrude pour lui apporter à manger. Il a pété un plomb, le Père. Enfin, il y a 3 ans, il l'aimait pas, il le détestait parce qu'il était débile. Bref. Père m'a confirmé que Hans resterait enfermé tant qu'il maintiendrait son infantile décision. Non mais ça va, oui, oh. Gertrude m'a dit que Hans est à la fois si abattu et si décidé. Je vais devenir folle. Dès que Gertrude revient de l'usine, je m'empresse de prendre les dernières nouvelles de mon petit frère. Il dit rien et traficote, me répond-elle dans un répétitif soupir. Je tente désespérément de raisonner Père, mais c'est chaque fois peine perdue. Je vais droter. Pardon. Hans a 18 ans aujourd'hui, et il est tout seul pour son anniversaire. Gertrude... Attends, mais ça fait combien de temps qu'il est enfermé là? 24 janvier. Ouais, ça fait 1 mois. Faudrait peut-être genre le laisser sortir. Bref. Gertrude m'a remis en cachette un petit automate de la part de Hans. C'est nous enfants. Il fonctionne avec un minuscule cylindre. Je tremblais d'émotion en remontant la clé. Son message était simple. Il disait qu'il m'aimait très fort. Très très fort. Ah, c'est la petite blic-bluc dans le bureau là. Gertrude m'a donné un nouveau minuscule cylindre. Hans est véritablement incroyable. Il a trouvé un moyen pour que nous communiquions rien que nous deux en secret. Mes journées se passent dans l'attente des messages de Hans. Il est maintenant décidé à s'enfuir. Il prépare son évasion comme si c'était un jeu. Aïe.
Gertrude est revenue affolée. Hans a disparu. Père n'a même pas daigné pénétrer dans le local où était séquestré son fils, ni chercher à comprendre comment il avait réussi à s'échapper. Il m'a juste jeté un regard noir, comme s'il avait deviné que je savais ce qui se tramait dans son dos. En même temps, tu as enfermé ton fils pendant 1 mois et demi. Je commence à réaliser que Hans n'est plus là. Il me manque déjà tant. Mon Dieu, protéger mon petit frère, veiller sur lui à ma place. Hans parti, Père enfermé jour et nuit à l'usine, la maison est sinistre. Ce matin, j'ai surpris Père au salon en train d'installer sur des tréteaux un cercueil. Cette vision m'a glacé le sang. Que complote-t-il? Il reste muet à mes questions, et toujours ce regard noir. 13 mars. Avec ses rideaux tirés et les immenses cierges qui maintenant encadrent le cercueil, le salon est devenu une véritable chambre funéraire. C'est horrible, je viens de comprendre ce que préparait Père. Ce matin, monsieur le curé est venu se recueillir devant le cercueil et j'ai finalement compris qu'il pleurait la mort de Hans. Père a fait croire que son fils était mort. Comment peut-on en arriver là? Je ne comprends pas l'intérêt. La folie douloureuse de mon père se transforme en une machiavélique machination. Il a extirpé de son vieil ami, le docteur Schmoll. Le docteur Schmoll, oh, un certificat de décès en bonne et due forme sans que celui ne voie le corps. Je n'ose imaginer ce qu'il a pu lui raconter. Les obsèques de Hans seront célébrées officiellement dimanche prochain. Père m'a interdit formellement d'y être. Cette sordide mascarade me rend malade, mais la dénoncer, c'est dévoiler aux yeux de tous la fragilité mentale de mon père. Et il en mourra de honte, c'est sûr. Je devrais partir moi aussi, loin, très loin. Ah, 1 mois plus tard. Non, je ne partirai pas, j'ai longuement réfléchi. Ma vie est ici, près de mon père. Il a trop besoin de moi maintenant. L'usine aussi a besoin de moi, car père n'est plus capable de la diriger. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne me sens bien qu'au milieu des automates de Hans. Et puis, quand il m'enverra des nouvelles, comment le saurais-je si je ne suis pas à la maison pour les attendre? Non, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Mon destin à moi est de rester et de veiller. Ah, c'est la fin. Très bien.